Considéré à tort comme un trouble de la vieillesse, l'incontinence urinaire peut survenir à tous les âges. Les données épidémiologiques disponibles indiquent que 19% des femmes de moins de 30 ans seraient concernées. Parmi les causes, on peut citer le sport, les maladies chroniques, telles que le diabète, mais également la grossesse et l'accouchement. Et c'est justement à cette période un peu particulière pour la femme que nous allons nous intéresser avec nos invités. Quelles sont les modalités de prise en charge de l'incontinence urinaire chez la femme? Et surtout, pourquoi la grossesse est une période propice pour aborder le thème de la continence avec les patientes? La réponse tout de suite avec nos invités. Et pour échanger autour de cette thématique, incontinence urinaire de la femme et grossesse, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau des invités confrontés à cette situation sur le terrain. Florence Francillon, vous êtes sage-femme. Docteur Richard Mathis, vous êtes gynécologue obstétricien à Lille et vous êtes l'auteur du dossier Continence de la femme dans les revues Santélogue Soins à domicile et Santélogue Petite enfance. Et Stéphanie Coton, vous êtes responsable marketing au sein de la société SCA, fabricant des protections TENA pour incontinence urinaire. Merci à tous les trois d'être venus. Je vous propose tout d'abord de nous rappeler la relation entre grossesse et incontinence urinaire. D'un point de vue physiologique, morphologique, qu'est-ce qui explique que la grossesse soit un facteur de risque d'incontinence urinaire? Je vous passe la parole, Richard Mathis. Bien, disons, pendant la grossesse, il y a beaucoup de modifications physiologiques qui sont inhérentes à toute grossesse au niveau hormonal. Donc, il y a une imprégnation qui fait qu'il y a des modifications sur l'appareil urinaire au niveau du débit sanguin, du débit rénal, au niveau du volume. Donc, l'utérus prend du volume. Ça influence donc aussi la statique pelvienne. Donc, il y a toutes ces modifications qui font que, naturellement, ça s'oriente vers des troubles de continence et de statique pelvienne. Est-ce qu'on sait estimer la fréquence d'apparition de ce trouble chez la femme enceinte? Alors maintenant, on est de plus en plus, on pose de plus en plus facilement la question et d'après les différentes études, on peut estimer qu'il y a un quart des cas au premier trimestre, un tiers au deuxième trimestre et un demi au troisième trimestre. Et ça régresse après pour arriver à 20% à peu près 3 mois après l'accouchement. Donc ça augmente progressivement avec la grossesse, avec l'âge de la grossesse, et ça disparaît, enfin ça diminue de façon assez significative après la grossesse. Les facteurs de risque, est-ce qu'il y a des facteurs de risque évitables justement de ce trouble? Évitable, oui et non. Disons qu'il y a des facteurs de risque. On a constaté que l'âge maternel pendant la grossesse, donc les âges assez précoces ou tardifs pour la grossesse, pouvait être un facteur de risque. Après, il y a l'activité, il y a le surpoids aussi, il y a les efforts, enfin tous les facteurs qu'on peut retrouver en dehors de la grossesse sont présents aussi pendant la grossesse. Mais il y a la consommation de boissons, par exemple. Alors effectivement, on a tendance depuis longtemps à inciter les femmes enceintes à s'hyperhydrater pour multiples raisons, pour éviter les infections urinaires, pour les échographies aussi, et ça aussi, ça contribue, le fait d'hyperhydrater. Hyperhydrater, c'est quoi? C'est plus d'1,5 litre par jour d'eau? Oui. C'est d'hydrater de façon plus importante. Il faut donc penser à aller uriner en conséquence. Oui. On va parler maintenant de l'incontinence urinaire et des types d'incontinence urinaire qu'on rencontre chez la femme enceinte, mais qui sont peut-être les mêmes, vous allez nous dire, que chez la femme jeune et celle qu'on rencontre à tous les âges. Est-ce que, justement, il y a une particularité de ces fuites urinaires chez la femme enceinte par rapport à la femme âgée? Alors, souvent, on détermine deux types assez classiques, fréquents, l'incontinence due à l'effort et l'incontinence par instabilité ou par impériosité. Ces deux types d'incontinence peuvent être rencontrés chez la femme enceinte. On rencontre moins souvent les incontinences d'origine neurologique où il y a une atteinte de la vessie ou du tissu qui entoure la vessie, enfin de la paroi de la vessie. Donc, c'est plutôt des incontinences
par des troubles de statique pelvienne, parce qu'il y a le volume utérin qui fait son effet, et par impériosité, c'est-à-dire que la vessie a moins de capacité à se distendre, à se remplir, puisqu'elle est prise par elle est comprimée, disons, par le volume utérin. Et donc, on a des pollakiuries, des envies fréquentes d'uriner et des mictions, des fois, par impériosité. Donc, on a ces deux types classiques, effort et impériosité. Est-ce que les fuites minimes, est-ce qu'on parlait de fuites minimes d'ailleurs, et est-ce qu'elles doivent être considérées comme une incontinence urinaire et pourquoi? Et est-ce qu'il est intéressant de l'évoquer avec son médecin ou sa sage-femme? Alors c'est tout à fait important de l'évoquer. Soit la patiente nous en parle, soit c'est aussi à nous, professionnels de santé, d'aborder le sujet, notamment si on voit la patiente avec une protection, un protège-slip, une serviette hygiénique pendant la grossesse. Ça doit aussi nous évoquer d'éventuels problèmes de fuite urinaire et donc à nous aussi d'essayer d'en parler et de créer du lien avec nos patientes. Et il y a aussi le fait que le terme incontinence est des fois mal vécu par les patientes. Donc il y a des patientes qui me disent « moi je ne suis pas incontinente », mais quand on pose les questions, il y a des fuites, mais elles ne se considèrent pas comme incontinentes. Alors il faut bien préciser ce qu'est une fuite urinaire, c'est à partir du moment où l'urine ne va pas dans les toilettes. Donc si ça va ailleurs, par terre, dans les vêtements, dans les draps, c'est une fuite urinaire. Donc il faut bien recadrer des fois le terme, parce que les patientes qui s'annoncent comme n'étant pas incontinentes, alors qu'elles le sont, mais parce que le terme est un petit peu encore violent. C'est encore un sujet tabou? Est-ce qu'on peut dire que c'est encore un sujet tabou? Oui, oui, dans l'image qu'elles ont aussi voilà, ce sont des femmes jeunes qui se disent si jamais ce sont réellement des fuites urinaires, on va parler de moi en tant qu'incontinente. Et déjà, le corps d'une femme enceinte a plein de modifications. Justement, donc... est-ce qu'on pourrait penser aussi que c'est mieux accepté à ce moment-là parce qu'il y a ces modifications morphologiques? D'une certaine manière, c'est vrai, puisque en fait, il est très fréquent lorsque les femmes parlent de leur grossesse, de les entendre dire « mais je me lève plein de fois la nuit, mon bébé appuie sur ma vessie ». Bon, après, voilà, est-ce qu'elles sont gênées ou pas dans la vie de tous les jours? Ça, c'est une bonne question à leur poser, en tout cas. Et outre la réponse en termes de prise en charge, après qu'on peut mettre en place, et que nous allons évoquer tout à l'heure, pourquoi est-il intéressant, peut-être opportun, d'aborder le thème de la continence urinaire au moment de la grossesse? Comme c'est une période à haut risque de troubles de la continence, que ça devient de moins en moins tabou, donc on a de plus en plus de facilité à l'évoquer, ça paraît même quelque chose d'assez classique pendant la grossesse, donc c'est à mon avis une période clé pour pouvoir aborder ce type de problème, sachant que par la suite c'est un facteur de risque de survenue d'incontinence ou de troubles de la continence après la grossesse. Donc c'est un moment clé, parce qu'on a le temps, on se voit souvent, d'aborder ce type de problème et de commencer à éduquer la patiente, à en parler facilement pour l'avenir, pour sa vie future. C'est une sorte de démarche préventive, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Oui. Déjà parce qu'on est dans une zone à risque, et puis ensuite parce que c'est un moment, disons, assez favorable pour pouvoir aborder tout ce qui est dans la prévention de la qualité de vie en tant que femme, quoi. On va s'intéresser maintenant à la prise en charge, justement, à ce qu'on propose pour limiter l'incontinence et son retentissement psychologique. Comment s'organise cette prise en charge au cours de la grossesse? Est-ce nécessaire d'intervenir, sachant que l'incontinence, vous l'avez dit tout à l'heure, régresse généralement après la grossesse? Est-ce qu'il est important d'intervenir? À partir du moment où la patiente ressent une gêne, le vit difficilement, il est important en tout cas d'en parler avec elle et d'essayer de lui proposer des solutions. Par contre, ces solutions pendant la grossesse, la prise en charge n'est pas aussi pertinente qu'après, comme vous disiez d'ailleurs, ça régresse généralement après. Donc la vraie prise en charge aura lieu après. Dans les prises en charge, il y a donc les médicaments, donc ça, disons que ce n'est pas très utile, même s'ils ne sont pas contre-indiqués vraiment pendant la grossesse, donc ils ne sont pas vraiment indiqués, d'autant que ça va disparaître, donc on ne va pas donner de médicaments comme les anticholinergiques
pendant la grossesse. La chirurgie sort de question, parce que là, ce serait complètement aberrant. Il reste la kinésithérapie, la rééducation. Et là, ça c'est soumis à discussion. Il y en a qui disent que ça n'est pas forcément pertinent de le proposer. Je pense que dans la démarche préventive, éducative, ça peut être intéressant de rencontrer un kiné, ne serait-ce que pour aborder cette problématique, et puis faire des exercices déjà, de prendre conscience de son périnée, etc. Donc ça peut être intéressant. Et on prépare l'après, en fait. Hein, à titre, voilà, c'est pas dans le sens pertinent au niveau traitement physique, mais ça peut faire partie d'une démarche globale et ça peut être intéressant, selon le type de patiente que l'on rencontre, de leur proposer des séances de kinésithérapie pendant la grossesse. D'accord. Surtout si elles se sentent démunies, il faut aussi les aider à vivre mieux, y compris d'ailleurs leur conseiller de porter éventuellement des protections, bien sûr. On n'aborde pas dans ce podcast les troubles liés à la sexualité, mais c'est vrai que peut-être que c'est un peu lié également, les troubles de l'incontinence et les troubles que ça peut entraîner sur la sexualité. Alors, juste un mot. La grossesse elle-même déjà modifie l'image que la femme a de son propre corps et que son partenaire a aussi d'elle. Si en plus, évidemment, il y a des troubles d'incontinence urinaire surajoutés, ça rend les choses beaucoup moins faciles. Et là encore, il y a beaucoup à faire pour pouvoir parler avec nos patientes, mais en tout cas, c'est bien le but que de les aider. Stéphanie Coton, existe-t-il des protections justement adaptées à la période de grossesse ou est-ce que ce sont des protections qui sont utilisées pour tous les âges et comment vous, fabricant de protection urinaire, vous avez pris en compte cette problématique? Alors, avant de parler des protections spécifiques, j'aimerais simplement revenir sur le tabou dont on a parlé tout à l'heure, puisque nous, fabricants, en effet, c'est quelque chose que l'on constate. Et très souvent, en effet, on ne parle pas d'incontinence pour les femmes, mais on parle plutôt de fuite urinaire, ce qui permet de faire accepter plus facilement, on va dire, le problème en tant que tel. Mais de manière générale, c'est vrai que c'est toujours associé à une condition médicale, à de la vieillesse. Et on sait que 2/3 des femmes qui sont concernées par les fuites urinaires n'utilisent pas de produits spécifiques. Alors elles utilisent plutôt des produits d'hygiène féminine. Donc par rapport à ça, donc nous, en tant que fabricants de protection et donc en tant que marque TENA, ce que nous proposons, c'est une large gamme de produits et finalement le produit ne dépendra pas de la condition de la personne. Donc on ne va pas parler en fait de produits pour une femme enceinte ou postpartum, on va plutôt parler de l'intensité des fuites urinaires et en fonction de l'intensité des fuites urinaires, on va recommander un produit spécifique. Donc typiquement, dans le cas de la femme enceinte, très souvent les fuites sont plutôt légères à modérées. Donc là, on va avoir des produits de type serviette anatomique, mais spécifiquement pensés pour les fuites urinaires, comme donc, dans la gamme TENA, des produits que nous appelons des TENA Lady. Ouais. Justement, vous parliez des protections d'hygiène féminine, elles ne sont pas du tout adaptées en termes pour recueillir en fait suffisamment. Alors, en effet, donc les protections d'hygiène féminine, c'est souvent ce à quoi les personnes vont avoir recours. Pour plusieurs raisons, il y a des facteurs de coût, mais il y a aussi des facteurs de reconnaissance du problème en tant que tel. C'est-à-dire que, justement, je ne me reconnais pas en tant que femme comme étant incontinente. La marque TENA est synonyme d'incontinence et fait également des produits pour des incontinences relativement fortes. Donc, je vais préférer prendre ma marque d'hygiène féminine qui fait finalement que je me sens normale et pas forcément sujette à un problème très grave. Alors pourtant, en effet, les protections d'hygiène féminine ne sont pas adaptées. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas faites pour recueillir de l'urine. Et dans les protections qui sont spécifiquement développées pour les fuites urinaires, il y a un système d'absorption qui permet justement de capturer les liquides rapidement, d'une part, et qui garantit à l'utilisatrice de ne pas avoir de fuite. Et d'autre part, il y a un système de neutralisation des odeurs, puisqu'avec l'urine, on a une production d'ammoniac responsable des odeurs. Donc c'est ce qu'on va finalement aussi éviter avec l'utilisation de protections adaptées. Quand est-ce qu'il faut avoir recours à ces protections urinaires? Est-ce que c'est en prévention ou est-ce que c'est de manière occasionnelle? Alors ça reste bien sûr à la personne d'en juger, mais si on parle d'une incontinence qui survient à l'effort, donc quand on rit, quand on éternue ou quand on tousse,
voilà, on peut très bien en effet porter une protection en prévision d'un petit accident. Je suppose qu'en général, les femmes ont encore la perception des protections comme étant des produits, des couches volumineuses. Or, la technologie a fait beaucoup de progrès, on a beaucoup évolué et maintenant on a des protections qui sont très fines et qui sont donc très discrètes et qui peuvent être portées par les utilisatrices en fonction bien sûr de leurs besoins. Donc après l'accouchement, il y a des séances de rééducation qui sont proposées, qui sont recommandées. C'est peut-être un peu naïf comme question, mais pourquoi est-ce qu'elles sont recommandées? Je vais vous poser la question d'abord à vous et puis ensuite à Stéphanie Cotton pour savoir comment TENA accompagne cette démarche justement. Florence Francillon. Alors, donc, après l'accouchement, il y a effectivement des séances de rééducation périnéale. La grossesse et l'accouchement ont pu léser toutes ces zones. Donc, il est important d'apprendre aux patientes à contracter leur périnée. Par contre, un message que je voudrais vraiment faire passer, c'est que cette prise de conscience du périnée, ce travail musculaire sur le périnée, ça n'est pas seulement pendant quelques séances, mais tout au long de la vie de la femme. On parlait tout à l'heure de l'incidence du sport. Lorsqu'on porte des charges, par exemple, il faut que les femmes apprennent à bloquer leur périnée, à contracter leur périnée. Et donc tout ça, après l'accouchement, c'est un bon moment pour prendre conscience de son périnée, apprendre à le faire fonctionner, mais ça ne s'arrêtera pas là. Il faut, comme tout muscle d'ailleurs, continuer à le faire fonctionner. Stéphanie Cotton, vous justement, en tant qu'acteur de prise en charge de l'incontinence urinaire, comment vous associez aux professionnels de santé pour sensibiliser les femmes à l'intérêt de cette rééducation? Alors, nous, notre expertise, en effet, c'est les protections. Mais je dirais que la valeur ajoutée de la marque TENA, c'est vraiment de parler non seulement donc, de ce que nous faisons, mais aussi de toutes les causes et donc des solutions qui existent. Et les protections, c'est une des solutions qu'on va proposer en effet aux femmes, mais ce n'est pas la seule. Donc très clairement, en effet, on va parler de la rééducation périnéale lors d'interventions que l'on va faire. Alors, lors de prises de parole qui sont soit en presse, soit sur des sites internet, des blogs ou également sur des manifestations. Donc, pour vous donner un exemple concret, TENA sponsorise une course qui s'appelle Odyssea, qui est pour la lutte contre le cancer du sein. Et lors de cette course, donc nous distribuons aussi des échantillons aux personnes qui viennent sur la course. Nous en profitons pour parler de fuite urinaire dans un cadre un peu plus facile, qui est celui du sport. Et nous avons également des kinés, des gynécologues qui sont sur notre stand et qui alors donnent des mini-consultations, du moins qui répondent aux questions des femmes qui se présentent sur notre stand et qui peuvent justement expliquer les bénéfices de la rééducation périnéale à tous les âges. Et les femmes s'interrogent justement, le fait d'ouvrir ce temps de parole, est-ce que ça les sensibilise? Est-ce qu'elles parlent plus facilement? Alors oui, en effet, on est toujours surpris. Je pense qu'il y a une certaine habitude qui a été prise puisque ça fait plusieurs années qu'on est présent sur ce type d'événement. Mais on est toujours surpris finalement de la facilité, une fois que les femmes ont commencé à en parler, qu'elles ont à partager. Et parfois, on est un peu surpris de les trouver très démunies par rapport à des questions. Et elles sont tout simplement contentes d'avoir trouvé des personnes qui les écoutent et qui peuvent éventuellement leur donner des pistes, même si on ne se substitue absolument pas à une consultation médicale, mais du moins, ça permet de parler et d'ouvrir le dialogue. On a alors beaucoup parlé de la grossesse et de l'accouchement qui représentent des facteurs de risque majeurs d'incontinence urinaire. Il existe d'autres facteurs, on les a évoqués, il y a le sport, il y a le port de charges lourdes, il y a l'âge évidemment. Mais comment est-ce qu'on communique justement auprès de ces femmes en dehors de la grossesse? Et je m'adresse peut-être à vous qui êtes gynécologue, est-ce que justement la consultation de gynécologie peut être l'occasion de les sensibiliser sur leur périnée, prendre conscience de respecter. Dans la prise en charge globale, effectivement, de la santé de la femme, donc effectivement, pour notre spécialité, il y a tout ce qui est dépistage, etc., mais il ne faut pas s'arrêter uniquement à ça. Donc, bien sûr, c'est important, dépistage du cancer du col, le cancer du sein, ce sont des problématiques. Maintenant, c'est bien institué, il n'y a pas de problème. L'incontinence, quand ça survient, c'est tellement handicapant pour la patiente que c'est quand même assez intéressant de
prévenir ce handicap et de profiter de ces consultations de bien-être que la gynécologie, de médecine préventive, pour aussi aborder ce type de problème en dehors de la grossesse. Effectivement, ça fait partie du rôle des médecins gynécologues, mais aussi des médecins généralistes, de prendre en charge tout ce qui est médecine préventive. Donc, ne pas attendre que ça survienne, passer aussi, aller à l'encontre de certaines idées arrêtées, comme quoi ça survient de façon quasi inéluctable avec l'âge, c'est faux. Il y a plein de patientes âgées qui n'ont pas de problème de continence. C'est un message à faire passer, en effet. Après, il y a plein de mauvaises habitudes, comme boire beaucoup d'eau. Ça, c'est un message qui passe un peu partout et qui n'est pas forcément utile médicalement. Donc, ça, c'est pas reconnu. Donc, les gens boivent beaucoup trop et ne vont pas uriner suffisamment. Donc, ça aussi, il faut leur apprendre à ménager leur vessie tout au long de leur vie. Donc les gens en dehors de chez eux ont des difficultés à trouver un endroit pour aller uriner, c'est pas toujours facile. Donc on remplit, on ne vide pas assez, on fait ce qu'on appelle une distension vésicale qui est source de tas de problèmes de continence, de vessie. Donc tout ça, ce sont des choses simples, des messages simples à faire passer qui font partie d'une consultation normale, même si c'est pas dans un but de rechercher une pathologie. Mais c'est vraiment de la prévention de base. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Quant à nous, je vous propose de nous revoir très bientôt pour un nouveau podcast Santélogue.